Music legend Brian Wilson, who founded the Beach Boys, died just recently at the age of 82. If you're like me, you can probably sing so many of his hits by... Ce n'est pas parce qu'on est camarades de groupe, voire cousins, qu'on doit forcément s'entendre. Les Beach Boys en sont la preuve vivante. Bien qu'ils soient l'un des groupes les plus emblématiques des États-Unis, leur parcours a été jalonné de conflits internes, de divergences créatives irréconciliables et de tragédies personnelles qui ont duré des décennies. Parmi toutes ces tensions, la plus marquante et la plus durable fut la relation tumultueuse entre Brian Wilson et Mike Love, deux figures centrales du groupe aux antipodes. Leur querelle ne se résumait pas à des conflits de personnalité ou à des désaccords artistiques. Elle s'est transformée en une lutte longue et acharnée, apparemment impossible à apaiser. Pourtant, une question subsiste. Leur lien familial a-t-il survécu? Un élément à la fin de la vidéo laisse penser que oui. Mais avant d'en arriver là, examinons de plus près comment cette querelle a commencé. Et laissez-moi vous poser la question suivante. De quel côté êtes-vous? Brian Wilson, le génie musical sensible, ou Mike Love, le leader pragmatique qui se concentrait sur l'image et le succès commercial du groupe? Depuis la fondation du groupe en 1961, la tension était constante. La formation originale comprenait les frères Wilson, Brian, Dennis et Carl, leur cousin Mike Love et leur ami de lycée Al Jardine. Dès le début, la tension ne provenait pas seulement des membres du groupe, mais d'un personnage plus puissant et complexe, le père des frères Wilson, Murray Wilson. L'influence de Murray sur les jeunes Beach Boys fut considérable. Lui-même auteur-compositeur, il s'autoproclama manager, coproducteur et éditeur du groupe. Cependant, sa relation avec ses fils était toxique et abusive. Si nous ne connaîtrons peut-être jamais l'ampleur exacte de ces mauvais traitements, de nombreux témoignages crédibles confirment qu'il était violent verbalement, émotionnellement et physiquement envers eux, une sombre vérité cachée derrière les harmonies enjouées du groupe. Mais les conflits internes ne s'arrêtèrent pas là. Al Jardine, le seul membre du groupe non familial, quitta le groupe peu après la sortie de leur premier single, en raison de désaccords artistiques et de doutes quant à l'avenir du groupe. Il fut remplacé par David Marks en 1962, qui participa aux 4 premiers albums. Pourtant, en août 1963, Marks avait également quitté le groupe, invoquant des conflits avec Murray Wilson et des différends financiers. Jardine réintégra le groupe pour remplacer Brian et finit par reprendre sa place après le départ de Marks. À cette époque, les Beach Boys étaient devenus des noms connus, mais Murray s'accrochait toujours fermement à la direction du groupe. Il imposait des règles strictes, pas d'alcool, pas de jurons et pas de relations avec les femmes. Enfreindre ces règles était passible d'une amende de $100 au début, puis de $10. Finalement, après une tournée épuisante en Australie en 1964, le groupe en eut assez. D'après les mémoires de Mike Love parus en 2016, Brian et lui se rendirent chez les parents de ce dernier, où ce dernier annonça à Murray sans détour « On ne peut plus travailler avec toi. Il nous faut un nouveau manager. » Ce moment marqua l'une des dernières fois où Brian et Mike s'entendirent. Pourtant, Murray ne céda pas facilement. Des mois plus tard, il tenta d'intervenir lors d'une séance d'enregistrement. Mais cette fois, Brian, qui avait longtemps lutté pour tenir tête à son père, finit par résister, littéralement. Dans un acte de défi symbolique, Brian a physiquement poussé son père hors du studio. Ce fut un tournant, signifiant qu'il prenait le contrôle de sa musique et de sa vie. Brian était non seulement le principal compositeur du groupe, mais il produisait également leurs disques, un exploit extraordinaire pour quelqu'un d'aussi jeune. Outre son travail avec les Beach Boys, il a également composé et produit pour d'autres artistes, comme le groupe féminin The Honeys, prouvant ainsi son immense talent et son ambition. À l'hiver 1964, l'immense pression de produire constamment des tubes à succès commença à peser lourdement sur la santé mentale de Brian Wilson. Le cycle incessant d'écriture, d'enregistrement, de tournée et de promotion s'avéra intenable. De retour d'un concert en avion, Brian fit une dépression nerveuse, un événement qui marqua un tournant dans sa vie et dans la carrière des Beach Boys. Conscient de la détérioration de son état, Brian prit la difficile décision d'arrêter les tournées. S'il quitta la scène, il ne quitta pas le groupe. Il se consacra entièrement au studio, demeurant leur principal auteur-compositeur, producteur et moteur créatif. En son absence, Glenn Campbell fut recruté pour le remplacer temporairement en tournée. Bien que Campbell fût déjà un guitariste de studio accompli, il fit notamment partie du Wrecking Crew,
Son mandat fut de courte durée. Il fut rapidement remplacé par Bruce Johnston, qui deviendrait un membre permanent des Beach Boys et contribuerait à nombre de leurs œuvres ultérieures. Pendant ce temps, de retour à Los Angeles, Brian Wilson commençait à composer une musique parmi les plus ambitieuses et acclamées de sa carrière. Mais l'immense pression créative, conjuguée à sa fragilité émotionnelle croissante, le conduisit sur une voie plus sombre. C'est durant cette période critique que Brian a véritablement commencé à expérimenter la drogue. Ce qui n'était peut-être qu'une simple curiosité s'est rapidement transformé en dépendance. Brian a plus tard parlé avec franchise et regret de sa consommation. « Je ne suis pas d'accord », a-t-il dit un jour. « Je ne soutiens pas que quelqu'un sniffe de la cocaïne. C'est une drogue très nocive. Mais je l'ai fait. J'avais beaucoup d'argent. J'étais millionnaire. J'avais accès à toutes ces drogues et elles m'ont complètement perturbé. Elles m'ont vraiment perturbé. » La dérive de Brian ne se limita pas à la cocaïne. Il se tourna rapidement vers le LSD, qui, s'il contribua à certaines de ses compositions les plus visionnaires et expérimentales, eut aussi de graves conséquences. Les hallucinations, la paranoïa et l'instabilité mentale provoquées par une consommation fréquente de LSD creusèrent encore davantage le fossé entre lui et le reste du groupe, d'autant plus qu'il continuait à s'isoler des tournées et des interactions quotidiennes avec le groupe. L'équilibre des Beach Boys était en train de basculer, et les tensions commençaient à refaire surface. C'est également à cette époque que la querelle de longue date entre Brian Wilson et Mike Love prend racine. Les sessions d'enregistrement de Pet Sounds, l'album révolutionnaire du groupe paru en 1966, marquent à la fois un apogée créatif et une source de friction croissante. Cet album marque une rupture radicale avec le son des Beach Boys. Autrefois connus pour leurs hymnes surf insouciants et leurs harmonies pop, ils s'aventurent désormais sur un territoire profondément introspectif et sonorement complexe. Pet Sounds est souvent cité comme l'un des albums les plus influents de l'histoire du rock, et son influence sur ses contemporains, notamment les Beatles, est bien documentée. Mais si Pet Sounds est aujourd'hui universellement admiré, sa création n'a pas été exempte de controverses. Pour beaucoup, y compris Brian lui-même, l'album était avant tout un projet solo de Brian Wilson, sauf le nom. Il a composé la majeure partie de la musique, conçu les arrangements et enregistré une grande partie de l'instrumentation avec des musiciens de studio avant même d'inviter le reste du groupe à participer au processus. Cette approche a frustré et déconcerté certains membres, notamment Mike Love, qui se sentait exclu de la boucle créative. Mike et Al Jardine auraient trouvé l'album trop artistique et expérimental pour l'image établie des Beach Boys. Mike, en particulier, a exprimé ouvertement ses inquiétudes quant à la direction lyrique de l'album, abstraite, émotionnellement vulnérable et bien loin de leurs thèmes habituels, le surf et les romances adolescentes. Néanmoins, plus tard, Carl et Dennis Wilson ont affirmé qu'ils admiraient le travail de Brian sur l'album et en appréciaient le génie, même s'ils ne le comprenaient pas pleinement à l'époque. Il y avait aussi des frustrations personnelles. Mike Love estimait que sa voix principale, si caractéristique, aurait dû figurer davantage sur l'album, tandis que Brian défendait sa décision de réduire la présence de Love, considérant Pet Sounds comme une déclaration profondément personnelle dépassant le cadre traditionnel des Beach Boys. Ce bras de fer créatif a alimenté la tension croissante entre les deux. Des inquiétudes ont commencé à circuler au sein du groupe, craignant que Pet Sounds ne soit qu'un tremplin pour les ambitions solo de Brian, surtout lorsque le dernier morceau de l'album, Carolyn, No, est sorti en single solo de Brian Wilson plutôt qu'avec les Beach Boys. Pour certains, c'était la preuve que Brian avait déjà un pied dehors. Mais malgré les rumeurs et les doutes internes, Brian est resté, du moins pour un temps. Poussé à la fois par la pression interne et la rivalité externe, notamment avec les Beatles et Paul McCartney, Brian a repoussé ses limites. Il voulait surpasser Pet Sounds. Il voulait créer quelque chose d'encore plus grand, de plus profond. Il voulait prouver qu'il n'était pas seulement un brillant auteur-compositeur pop, mais un compositeur à la hauteur des plus grands. Son ambition était sans limite, mais le coût émotionnel et psychologique qui l'accompagnait l'était tout autant. Il a produit le morceau révolutionnaire Good Vibrations, avec Mike Love pour les paroles et le chant profond. Inspiré par le mouvement psychédélique, Mike a ensuite exprimé ses inquiétudes quant à la réaction des fans à un titre aussi avant-gardiste, soulignant que les thèmes universels de la chanson l'avaient aidé à toucher les auditeurs et à atteindre la première place. Brian a reconnu l'importante contribution de ses camarades de groupe à la création de Good Vibrations,
soulignant leur objectif commun: créer une musique qui perdurerait au-delà des chansons de surf et de voiture. Malgré le succès de Good Vibrations, ce dernier marqua l'apogée de leur carrière. Brian se concentra alors sur la suite de Pet Sounds, le tristement célèbre album Smile, en collaboration avec le parolier Van Dyke Parks. Cependant, le perfectionnisme de Brian et sa consommation continue de drogue entraînèrent des retards et l'album fut finalement abandonné. Certains ont également affirmé que Mike Love était particulièrement critique envers Smile. L'album est finalement resté inachevé jusqu'à sa sortie en 2004. À la place, ils ont sorti Smiley Smile, moins ambitieux, dont la production a été attribuée aux Beach Boys en tant que groupe plutôt qu'à Brian individuellement. À mesure que le contrôle créatif de Brian s'est affaibli, le succès du groupe a commencé à décliner. L'impact des critiques de Love sur la décision de Wilson de mettre Smile au placard a été débattu. Love lui-même a déclaré que beaucoup de ses morceaux étaient biaisés par les fous, mais il a admis avoir qualifié certaines paroles de Smile d'allitérations acides. À partir de ce moment, Mike Love prit progressivement les rênes du groupe. Pour l'album Wild Honey de 1967, la production fut confiée à l'ensemble du groupe, Brian et Mike coécrivant une grande partie des morceaux. Les années suivantes, Friends connut une nouvelle fragmentation, avec la participation de Dennis Wilson et du poète Stephen Kalinick. Au moment de la sortie de l'album 2020, sorti en 1969, Brian était interné en hôpital psychiatrique, laissant le reste du groupe terminer l'album. Parmi les morceaux inachevés et les restes de l'album figurait un morceau, Never Learn Not to Love, officiellement crédité à Dennis Wilson, mais initialement basé sur Cease to Exist, une chanson écrite par le leader de la secte Charles Manson. À cette époque, Dennis Wilson était associé de manière inquiétante à Charles Manson. Al Jardine se souvient de la frustration causée par la présence et l'influence constante de Manson, soulignant que Dennis souhaitait inclure sa mélodie, semblable à un mantra, dans plusieurs chansons. Lorsque les Beach Boys modifièrent les paroles de la chanson de Manson, Manson menaça Dennis, ce qui mit fin à leur collaboration. En 1972, Bruce Johnston quitta le groupe. Il rejoignit initialement les Beach Boys en 1965 comme musicien de tournée, mais en devint un membre clé, contribuant à des albums comme 2020, Sunflower et Surf's Up. En 1972, cependant, il fut licencié. Mike Love décrivit cette séparation comme amicale, Bruce Johnston souhaitant se concentrer sur son travail solo. Bruce lui-même exprima son mécontentement face au lent départ de Brian du groupe et son inquiétude de faire partie d'un groupe de vieux musiciens. Bien que les disques des Beach Boys continuent de figurer dans les classements au Royaume-Uni, leur succès décline aux États-Unis, jusqu'à la sortie de la compilation Endless Summer en 1974. Ce recueil de leurs plus grands succès rappelle aux fans leur gloire passée et redynamise leur popularité, leur permettant de se produire sur scène, malgré l'absence de Brian. Fin 1975. Brian Wilson entame un traitement auprès du psychiatre controversé Eugene Landy. Malgré le résultat désastreux de ce traitement, Brian parvint à retrouver une certaine stabilité, obtenant l'exclusivité de la production de l'album Quine's Big Ones, un succès commercial mais fustigé par la critique, et rejoignant même le groupe en tournée à l'été 1976, avec des membres comme Dennis Wilson travaillant sur des projets solos comme son album acclamé de 1977, Pacific Ocean Blue. Brian se sentit suffisamment bien pour tenter une carrière solo, et un album intitulé Brian Loves You fut envisagé. Cependant, les rivalités et jalousies internes habituelles perturbèrent également cette évolution. Bien que Brian ait composé la majeure partie de l'album et joué la plupart des instruments, le chant principal était partagé entre les membres du groupe. Cela a donné naissance à The Beach Boys Love You en 1977. Bien que Brian ait toujours défendu l'album et qu'il ait été réévalué positivement ces dernières années, à l'époque, ce fut un échec. Ainsi, The Beach Boys Love You est devenu le dernier album des Beach Boys principalement façonné par Brian Wilson. Découragé par cette expérience, Brian s'est retiré du groupe, laissant les autres membres prendre en charge la production et l'écriture. Brian Wilson étant largement absent des projecteurs, les Beach Boys se sont concentrés sur l'enregistrement et les tournées, malgré des problèmes persistants liés à l'alcool, à la drogue et à des problèmes personnels. Les conflits internes au sein du groupe s'aggravèrent lorsque Stephen Love, frère de Mike et manager du groupe, fut brièvement renvoyé,
puis réintégré avec le soutien de Mike et d'Al, malgré les objections de Carl et Dennis. Brian, évitant la confrontation, évita la situation. Cette division donna naissance à des factions distinctes au sein du groupe lors des tournées. Les Beach Boys étaient essentiellement divisés en deux camps de tournée. En 1983, les tensions entre Mike Love et Dennis Wilson atteignirent leur paroxysme, aboutissant à des injonctions restrictives mutuelles. Durant cette période, Brian travailla avec le groupe sous le contrôle strict de Landy et resta socialement isolé. Malgré ces difficultés, les Beach Boys ont connu des succès inattendus à la fin des années 80 avec Wipeout et Kokomo. L'enregistrement de Kokomo est devenu un nouveau sujet de discorde entre Brian, Mike et Eugene Landy. Nous avons essayé de le convaincre d'enregistrer avec nous sur ce morceau. Il était sous la tutelle, si vous voulez, ou sous le charme, comme certains diraient, du Dr. Landy, le psychologue qui dirigeait chacun de ses mouvements. Landy refusait que Brian enregistre avec nous, à condition qu'il soit co-auteur ou coproducteur du disque, etc. Et Terry Melcher était le producteur. Terry Melcher avait produit The Byrds et Paul Revere and the Raiders. Il avait beaucoup de succès dans ce qu'il faisait, et il n'avait donc pas besoin de l'aide de Gene Landy. Gene l'a donc tenu à l'écart. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons tourné une vidéo de Kokomo en Floride, et Brian y figurait, mais pas sur l'enregistrement. En 1992, les mémoires de Brian, Wouldn't It Be Nice, My Own Story, ont donné lieu à de nombreux procès de la part de Mike Love, Carl Wilson et leur mère Audrey. Mike Love a réglé le litige pour 1,5 million de dollars pour diffamation et, plus tard, en 1994, a obtenu 13 millions de dollars de royalties perdues, obtenant également des crédits de coécriture sur 35 chansons des Beach Boys, dont le tube I Get Around. Love accuse a plus tard Wilson d'avoir commis, sans doute, la plus grande fraude de l'histoire de la musique concernant certains crédits. Un important litige éclata également au sujet du nom du groupe. Après plusieurs décisions judiciaires complexes dans les années 1990, Mike Love finit par obtenir le contrôle total du nom du groupe. Un juge a finalement libéré Brian de l'emprise de Landy, après que ce dernier l'eut convaincu de réécrire son testament, lui léguant 70% de ses biens. Dans les années qui suivirent la mort de Carl Wilson, les Beach Boys furent en proie à d'incessantes batailles juridiques. Après s'être libéré de l'influence d'Eugene Landy, Brian Wilson fit un retour remarqué, sans toutefois s'en remettre complètement. Il entame des tournées solo et sort en 2004 Brian Wilson Presents Smile. Une réinterprétation du projet original Smile. Mike Love, toujours en tournée sous le nom des Beach Boys, poursuit Wilson en justice, sans succès, pour des réenregistrements d'anciens titres des Beach Boys. La sortie de Brian Wilson Presents Smile donne lieu aux Smile Sessions, acclamé en 2011, et à une véritable réformation des Beach Boys en 2012. Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston et David Marks se sont produits ensemble et ont sorti l'album au son rafraîchissant That's Why God Made the Radio. Cependant, ces retrouvailles furent de courte durée. Love et Johnston continuèrent sous le nom des Beach Boys, tandis que Wilson, Jardine et Marks se produisaient sous le nom de Brian Wilson. Le groupe s'est brièvement réuni en juillet 2018 pour une séance de questions-réponses à la Capitol Records Tower de Los Angeles. Suite à cela, Mike Love a exprimé son désir de refaire de la musique avec Brian Wilson. Cependant, cet optimisme n'a pas duré. En février 2020, les Love's Beach Boys se produisaient lors d'une convention internationale du Safari Club, une organisation critiquée pour sa promotion de la chasse aux trophées. Brian Wilson a condamné cette prestation, soulignant son opposition à la chasse aux trophées et partageant une pétition sur Change.org, qui a recueilli près de 80 signatures. Mike Love a défendu la performance, insistant sur la liberté de pensée et d'expression. Le fossé idéologique s'est creusé en octobre 2020, lorsque les Love's Beach Boys ont été la tête d'affiche d'une collecte de fonds pour la campagne de réélection de Donald Trump. Wilson et Al Jardine n'étaient pas au courant de l'événement et ont publié des déclarations pour s'en distancier. Dès lors, la querelle a semblé interminable, jusqu'à ce qu'en 2024, un juge approuve la mise sous tutelle de Brian Wilson en raison d'un trouble neurocognitif, comme la démence, qui affecte sa capacité à prendre soin de lui. Après le décès de Melinda, l'épouse de Wilson après 28 ans de mariage, en janvier, la santé de Brian a peut-être convaincu les deux hommes d'enterrer la hache de guerre.
Un autre événement cette année aurait pu contribuer à cette évolution. En mai 2024, un documentaire sur les Beach Boys est sorti sur Disney+. On y voit les membres se retrouver et se remémorer des souvenirs à Paradise Cove, le lieu où est apparue la pochette originale de leur album. Brian se remémorait des souvenirs de notre époque lycée que j'avais oubliés, et il me les a rappelés. Et puis on a chanté un peu d'a cappella, Their hearts were full of spring. On a chanté du fun, fun, fun. On a chanté du Bar of Ram. Et c'était vraiment adorable. C'était vrai. Ça témoignait de notre amour sincère. Et peut-être que ces souvenirs ont aidé Brian et Mike à se réconcilier. Bruce Johnston a déclaré que le documentaire marquait un nouveau départ. Il a ajouté « Je pense qu'une fois que Brian et Mike se sont installés autour du piano et que la magie opère, impossible de l'arrêter. » Mike Love a ajouté qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de collaborer, mais que c'était un tout nouveau départ et que j'espérais que nous pourrions faire quelque chose ensemble, tous ensemble, et que ce serait formidable. Eh bien, tout cela semble plutôt prometteur en 2024, n'est-ce pas? Pourrait-on revoir Mike et Brian ensemble? Si les Rolling Stones y parviennent, les Beach Boys aussi. Espérons juste que la santé de Brian ne décline pas entre-temps. J'ai déjà évoqué l'affaire Charles Manson, une période vraiment étrange pour les Beach Boys. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Si vous avez envie de la regarder, cliquez ici et regardez-la ensuite.